Alain Bauer, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. professeur de criminologie et auteur de Comment vivre au temps du terrorisme aux éditions First. Alors avant de parler de la situation d'urgence dans les prisons, urgence pour reprendre l'expression de la ministre de la Justice, tout d'abord un mot sur l'opération spectaculaire qu'a faite ce matin Greenpeace. C'était dans une centrale nucléaire, la centrale de Cattenom en Lorraine. Voilà. Ils ont réussi à s'introduire dans la centrale, à déclencher, on va le voir, un feu d'artifice. Est-ce que Greenpeace a raison de nous alerter sur la vulnérabilité de ces centrales nucléaires, avec bien sûr un risque d'attentat, notamment sur les piscines qui abritent le combustible, avec à la clé des risques de contamination? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, une centrale nucléaire, c'est un espace immense. Et dans cet espace immense, il y a les espaces secondaires, les espaces principaux, les espaces stratégiques. Grosso modo, le château fort. Donc Greenpeace a réussi à s'approcher des douves, n'est pas rentré dans l'enceinte et n'a pas attaqué le donjon, si c'est ça la question qui est posée. Donc la question essentielle de la protection des centrales nucléaires, c'est le donjon comme dans un château fort. Cette question-là n'est pas posée et Greenpeace régulièrement réussit à installer des banderoles sur les cheminées des centrales, à passer au-dessus des grilles de protection de celle de Fessenheim l'année Donc, il n'y a dernière. pas de risque. Non, je dis ça parce qu'il y a un rapport Si, d'experts qui dit que les piscines à combustible... Je parle de l'intervention d'abord D'accord. et du rapport ensuite. L'intervention, elle est classique de D'accord. Greenpeace et la différence est qu'en France, avant de tirer à balles réelles sur des gens qui pénètrent l'enceinte extérieure, on a un On les processus arrête. qui vise plutôt à les arrêter et à les remettre vivants. Surtout s'ils ont une banderole S'ils ont une Greenpeace. banderole Greenpeace. Mais Bon. en fait, tout ce processus-là, la périphérie, le contrôle périphérique est D'accord. fait justement pour permettre l'intervention et pas le tir à vue. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, oui, le rapport fixe un certain nombre de discussions qui ont lieu depuis que des centrales existent pour savoir quel est l'endroit le plus vulnérable et le moins vulnérable dans une centrale. On a toujours considéré que l'endroit le plus vulnérable était le réacteur, pas systématiquement la piscine, parce que les effets secondaires de la piscine, en fait, étaient moindres, que ça laissait du temps pour intervenir et que l'effet de dilution allait créer un débat qui était beaucoup moins grave que la diffusion dans l'air, par exemple. Bon. Ils ont raison de souligner à quel point il est important d'assurer une sécurisation forte des centrales, surtout dans un moment où le débat n'est plus de protéger la centrale contre elle-même ou contre les éléments naturels, mais contre des risques d'attentats. On a eu le même débat sur les avions en 2001. Est-ce que le détournement d'un avion sur une centrale provoquerait ou pas une explosion? Il y a eu un débat sur le renforcement, le sarcophage des centrales. C'est un débat réel qu'il faut avoir de manière réelle. Et à part ça, Greenpeace a des techniques qui sont à la fois la science et la recherche, la réflexion et l'animation et l'agitation. Donc, Mais Alain Bauer, on a raison de s'inquiéter de ce que les terroristes, un jour, provoqueront des attentats peut-être nucléaires, sans affoler personne, mais chimiques ou bactériologiques. Les terroristes essayent tout. Donc, il n'y a pas de... Oui, mais pour y a l'instant, pas de- ce sont des armes très rudimentaires qui sont employées. Et alors, Des bonbonnes de gaz qu'on n'arrive pas... La secta Home, c'était avec du sarin dans le métro de Tokyo. Le sarin existe depuis un siècle, donc tout le monde savait que ça allait arriver un jour. C'est arrivé. Ce qui était intéressant de voir, c'est à quel point les phénomènes de dilution, les conditions d'aération, les conditions de diffusion bouleversent l'idée qu'on se fait de... c'est comme faire sauter des bonbonnes à gaz, c'est pas si simple. Donc, C'est pas si simple parce qu'on est surpris. Par exemple, dans le 16e arrondissement, il y a eu ces 4 bonbonnes qui n'ont pas explosé. Est-ce que c'est un miracle? Non, vous dites non, en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. La compression d'un gaz fait que les modalités d'explosion, la gestion, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, les bonbonnes qui étaient proches de Notre-Dame n'ont pas pu exploser alors même qu'elles étaient couvertes d'essence. Donc, il y a plusieurs méthodes, elles sont compliquées, elles nécessitent de la technicité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en général, il y a des artificiers dans les groupes terroristes qui ont la technique, et même un certain nombre d'entre eux arrivent à se faire péter tout seuls, ce qui était le cas en Espagne. Donc, on a, et dans d'autres pays d'ailleurs, donc on a des options assez complexes sur ces questions. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté. Ceci dit... D'où ce recours au couteau, finalement, ce qui paraît très rudimentaire, mais qui est finalement l'arme la plus efficace pour commettre un attentat aujourd'hui. La plus grande tragédie du XXe siècle, c'est fait à la machette au Rwanda. Donc, bien sûr que c'est une question essentielle. C'est pour ça, d'ailleurs, que le débat ne porte pas sur... de quoi peuvent-ils se servir? Ils peuvent se servir de tout, ils ont tout essayé et ils essayeront tout. C'est plutôt sur la manière dont un pays peut être vigilant, résilient et éventuellement résistant. Alors, Alain Bauer, un mot sur la situation dans les prisons. Parce que beaucoup de ces terroristes ont en point commun d'être passés par la délinquance et par la case prison. On a appris la semaine dernière qu'à Fresnes, 2 détenus préparaient dans leur cellule
un attentat. On peut faire ce qu'on veut dans une prison. On peut même préparer, projeter un attentat. Alors, il faut savoir que dans une prison, ce n'est pas les gardiens qui contrôlent la prison, ce sont les prisonniers. Ah, carrément, vous dites ça. Toujours, bien sûr. Enfin, il suffit d'aller dans une prison et de voir comment ça marche. Comment on gère une prison, surtout quand elles sont très très grandes. On contingente les prisonniers, on évite qu'ils s'évadent. Pour le reste, et à l'intérieur, ils sont maîtres chez eux. Il y a une cogestion plus ou moins développée. Et donc, voilà. Alors, l'importance dans ce cas précis, comme dans beaucoup d'autres cas depuis, on va dire, 2016, début et mi-2016, c'est qu'il y a une forte progression du renseignement à la fois humain et en tout cas préventif. Dont s'est félicitée la ministre Nicole Belloubet. Elle a raison. Alors, le renseignement pénitentiaire est balbutiant, ça fait longtemps qu'il existe, mais il a mis beaucoup de temps à émerger, notamment sur la question terroriste, mais il faut le savoir, il y a beaucoup plus d'interpellations aujourd'hui préventives qu'après. Le bon antiterroriste, c'est quand on empêche un attentat, c'est pas quand on arrête l'auteur d'un attentat qui a eu lieu. Certes, c'est satisfaisant, mais en fait, on a déjà perdu. Là, on est dans un processus, il y a beaucoup plus d'interpellations préventives, donc une amélioration relativement importante du renseignement. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de renseignement humain et de capacité d'analyse du renseignement Ce sont des surveillants ou ce sont des gens infiltrés ? C'est comment on obtient ces renseignements ? Je ne ferai pas le détail, mais tout. On fait tout, on écoute les communications, car il y a beaucoup de téléphones dans les prisons. Ce qui sont théoriquement interdits, mais enfin tout passe maintenant. Tout est interdit dans les prisons, et pourtant, dès que vous faites une fouille, vous trouvez tout. Donc, c'est pas ça la question. La question dans une prison, c'est qu'il faut éviter qu'elle se transforme en fort chabrol permanent. Donc, il y a des accommodements, et c'est un vrai sujet de la gestion de la prison. Surtout quand nos prisons sont faites à peu près pour tout, sauf pour faire de la réinsertion, de la réhabilitation, C'est ce que j'allais etc. vous dire, Alain Bauer. Une prison, on est censé déradicaliser les détenus, on a l'impression que c'est le contraire, qu'ils se radicalisent en prison. En l'occurrence, les deux Afrènes qui projetaient un attentat avaient été arrêtés pour des faits de droit commun et non pas pour radicalisme. Comme tous ceux qui, depuis Khaled Kelkal, le premier prototype, le premier hybride, le premier gangster la prison est une usine à djihadisme, à fabriquer des djihadistes ? La prison peut aussi être ça. Ça dépend comment est gérée la prison. Mais nous ne savons pas ce que nous voulons faire de nos prisons. Est-ce que nos prisons sont là pour punir et pour nous venger ? Qu'est-ce que c'est que la peine ? La peine, c'est de la souffrance. C'est pas seulement une punition. Quand la peine c'est dur. Voilà. Et ben, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Donc, nous ne savons pas si nous voulons nous venger ou si nous voulons éviter que ça recommence et permettre la réinsertion et la réhabilitation. Officiellement, on dit qu'on veut la réinsertion et la réhabilitation, mais dans la réalité, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que nos prisons soient dures, difficiles et pénibles. Nous sommes incohérents. Et alors, vous souhaiteriez quoi, vous ? Moi, je suis pour la cohérence. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens en prison qui n'ont rien à y faire, et un certain nombre de gens qui ne sont pas en prison et qui devraient y être. Et pour ceux qui y sont, je pense qu'il y a plusieurs niveaux qui nécessitent des aménagements. Juste un mot, qui est en prison et ne devrait pas y être, selon vous ? Le atteinte au bien, par exemple, ne devrait pas être traité par la prison. C'est pas un sujet, l'atteinte au bien. Il n'y a pas de violence physique. La violence physique est pour moi le déterminant de la peine. Notre code pénal, c'est prison pour tous. Quoi que vous fassiez dans le code pénal, il y a marqué prison. Qu'est-ce qui se passe ? Personne ne va en prison pour des faits. On y va en général avec sursis. On a 1 sursis, 2 sursis, 3 sursis. Au bout du 5e sursis, on va en prison. Pourquoi ? Personne n'y comprend rien. Ça n'a aucun sens. L'intégralité de notre système marche, hélas, sur la tête. Il y a beaucoup de gens qui devraient aller en prison pour des violences physiques répétitives, pour des tas de sujets importants, et beaucoup d'autres qui ne devraient pas y aller, où on devrait s'occuper plutôt de l'éducatif et du social. Comme nous faisons toujours tout à l'envers, nous avons un sujet. Le sujet, aujourd'hui, il est de le traiter à l'envers. Et pour ce qui est du terrorisme, nous avons un vrai problème. Moi, je pense que les problématiques terroristes se font dans des unités spécialisées dédiées, contrairement à ce qui a été dit. Ça a été un échec. Ça faisait cocotte minute. On n'a même pas essayé. Donc, bien sûr que ça fait cocotte minute. Pourquoi ? Parce qu'on les laisse entre eux. On les enferme et on laisse chauffer en dessous. Il y a des problématiques. Dans la cocotte minute, quelqu'un a inventé le truc à vapeur, ce qui permet que la cocotte ne vous explose pas à la figure et que vous ayez un plat à peu près comestible. Merci beaucoup Alain Bauer pour votre expertise et ses commentaires, donc ce point de vue sur la prison, donc je rappelle professeur de criminologie. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur ce scandale sexuel à Hollywood. Comment pendant des années le célèbre producteur Weinstein a-t-il pu ainsi abuser de nombreuses actrices, parfois très célèbres, et ce en toute impunité ? C'est dans l'air est intitulé ce soir Affaire Weinstein, histoire d'une omerta.